Salut, salut. Voilà comme ça sort et c'est comme ça sort. Vous voyez, vous, notre bien-aimé camarade Koli Katina, moi je crois que lui, il essaie de donner une réponse par rapport aux accords signés avec la compagnie, comment on appelle ça, Corsair. Euh, Normalement, dans le fond de la chose, c'est que le pouvoir est en train de préparer ses arrières pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir aller loin d'ici. Mais vu cela, M. Kone Takina n'est pas un enfant. Vu cela, M. Laurent Gbagbo n'est pas un enfant. Donc, il voit dans le ventre de la pile. Et alors, ils disent, vous qui êtes en train de vous comporter de la sorte, qui êtes en train de préparer vos arrières, qui êtes en train de fuir ce pays-là, ne pensez pas qu'on ne vous voit pas. Ne pensez pas qu'on va vous faire cadeau de tout ce que vous avez fait dans ce pays, de surtout les détournements que vous avez menés dans ce pays-là. Parce qu'il y a eu trop de détournements. Parce que eux, ils ont parlé seulement qu'en milliards. Et ils parlent en milliards. Ils ne parlent pas en millions. Ils parlent en milliards. Voilà le Burkina qui a fait des ponts, qui a eu même à construire des voies. Avec ça, je pense bien qu'ils sont arrivés à 5 milliards. 5 milliards pour faire des ponts et des voies. Mais en Côte d'Ivoire, pour faire un seul pont, je dis bien un seul pont, nous parlons de 120 milliards, 110 milliards, 90 milliards. Vous voyez, c'est exagéré. C'est exagéré, c'est exagéré. C'est exagéré. Donc, pour ne pas trop parler, c'est M. Katina qui est en train de faire comprendre que tous ceux qui ont volé la Côte d'Ivoire vont payer. Tous ceux qui ont volé la Côte d'Ivoire, ils vont rembourser cet argent-là. Tout l'argent qu'ils ont pris, ils ont mis à l'extérieur, on va les reprendre. Donc, pour mieux vous faire comprendre, je vais vous laisser écouter M. Kone Katina qui va mieux vous expliquer. Donc, on suit. Écho. De principes fondamentaux de l'ordre établi et qui maintient les pays africains dans une certaine logique économique et sociale. Ils ont décidé, eux, de rompre avec. C'était leur volonté. Et le peuple les a suivis massivement parce qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour et ils ont gagné l'élection législative de façon écrasante. C'est dire que le peuple sénégalais veut la rupture, voulait la rupture et cela ressemble exactement trait pour trait à ce que nous vivons aujourd'hui parce que le peuple ivoirien veut effectivement sortir de l'ornière dans laquelle on plonge, le RHD les plonge. Donc, rupture, programme de rupture, décision forte, programme social hardi. C'est un peu, on pourrait dire, la version démocratique de ce qui se passe dans les pays de l'AES et qui est également l'expression de la volonté commune des Africains. C'est une soif que les Africains expriment de pouvoir sortir et de se dessiner eux-mêmes leur propre destin. Et ça, c'est important pour qu'on comprenne ce qui se passe par la suite. Et pour qu'on comprenne pourquoi ce sujet nous tient à cœur et pourquoi nous-mêmes, en tant que PPACI, nous devons nous interroger et nous approprier de ce sujet. Et puis, ils prennent le pouvoir subitement. Dès les premiers moments, ils se rendent compte qu'il y a un problème au niveau de la comptabilité publique. Que les comptes publics ne sont pas ce qu'ils sont censés ou réputés être. Là, ils posent un problème de sincérité. Ils le disent déjà en septembre 2024, mais l'administration sortante dit non, c'est pas vrai, c'est des mensonges, ce sont des procès d'intention, c'est pas vrai. C'est ce que l'administration de Macky Sall répond. Et en février 2025, la Cour des comptes du Sénégal révèle que pendant le deuxième mandat de Macky Sall de 2019 à 2024, il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette
pendant des années précédentes. C'est-à-dire, le gouvernement sortant a falsifié volontairement, c'est-à-dire ce n'est pas une erreur d'écriture. On peut commettre des erreurs d'écriture comptable, mais falsifier ouvertement la comptabilité pour pouvoir rester dans une certaine logique. Et ça, ce n'est pas étonnant et ça nous donne l'idée pourquoi nous nous inquiétons. Puisque ici, après la crise de 2011, il y a eu des données ici où les salaires payés par l'administration du président Laurent Gbagbo, on leur a dit de ne pas comptabiliser ces salaires-là et de comptabiliser des salaires qui n'ont jamais été payés. C'est ce qu'on appelle la falsification de l'écriture comptable. C'est une falsification de l'écriture comptable. Au point où, cette année, dans la loi de finances, ils ont été obligés eux-mêmes de revenir là-dessus pour dire, bon, trouver une formule pour comptabiliser parce qu'il s'agissait des salaires. Mais pendant tout ce temps, pratiquement plus de 300 milliards, 240 milliards à peu près, ont été des salaires qu'on a régulièrement payés. Et l'administration du RHDP a dit non, nous on ne reconnaît pas ces salaires. Et puis comptabiliser plutôt des salaires que nous on aurait reçus et on ne sait pas. Mais la comptabilité là, on ne peut pas faire ça. Donc c'est resté en stock, en stock à payer. Et c'est au nom de tout ça là que la condamnation du président Laurent Gbagbo découle. Et toutes nos autres condamnations découlent pour qu'en 2025, dans la loi de finances, ils reconnaissent qu'effectivement, il s'agit des salaires qu'il fallait comptabiliser comme étant des salaires. Falsification d'écriture comptable. Et, en ce qui concerne le Sénégal, une délégation du FMI va venir confirmer que l'équivalent de 4200 milliards de dettes ont été volontairement occultés par l'administration sortante. Chers amis, chez nous on dit le bossu, il se renseigne sur son propre enterrement en regardant l'enterrement d'un autre bossu. Ce qui se passe au Sénégal peut arriver ici. Peut arriver ici. Et nous allons vous expliquer. Et donc, quand on corrige tout cela, on se rend compte que finalement, tous les interdits économiques que l'UEMOA, entre griffes, que l'UEMOA et tout ce que vous connaissez, se sont imposés, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser un seuil comment on appelle, de déficit budgétaire, il doit être en dessous de 3%. Le ratio dette et sur les recettes propres doivent rester dans une certaine logique. La dette rapprochée au PIB ne doit pas dépasser 70%. Il y a un certain nombre de ratios, une sorte de corset, les corsets là, qu'on s'est tissé nous-mêmes ici, et on porte ce corset là qui nous sert, mais ce comme ça fonctionne. Et donc, le Sénégal, dont le PIB, le ratio dette-PIB dette était de l'ordre de 74%, qui est déjà au-dessus, officiellement. Quand ils font la correction, finalement, on se rend compte que c'est 100%. Le déficit budgétaire que eux, dans leur comptabilité, ils avaient figuré à 4,9%, passe à 12%. Et donc, et comprenez très bien, le FMI, se basant sur ça, décide de geler les accords qu'ils avaient déjà avec l'ancienne administration et donc dit il faut renégocier un nouveau partenaire avec nous. Première chose, dans la foulée, les agents de notation diminuent et cassent les notes du Sénégal. Mais pourquoi c'est important de le dire? Parce que du coup, le Sénégal est obligé, quand on casse vos notes, donc vous apparaissez comme des pays à risque et donc votre dette, votre emprunt devient plus cher à l'international. Voilà. Pour simplifier, je prends lui le PEC à la banque là. Si le PEC a plus d'argent que moi dans notre banque, quand je vais demander crédit, le PEC et moi on n'a pas les mêmes risques. On va regarder, lui là il peut payer pour lui. Mais toi là t'es pas très sûr. Donc on n'a pas les mêmes risques. On n'est pas traité de la même façon. C'est exactement la même façon que les États fonctionnent. Donc les agents de notation disent, ok le Sénégal, on casse vos notes. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Les nouvelles autorités se sont coincées. Elles sont coincées.
Parce que comment appliquer le programme pour lequel elles ont été élues quand non seulement le FMI gèle, d'accord, et deuxièmement, on vous oblige à aller emprunter à des taux plus élevés que la dotation précédente. La conséquence, aujourd'hui, tout le monde dit que le Sénégal, la rupture annoncée tarde à venir. Elle ne peut pas venir. Et il y en a même qui commencent à faire passer l'administration du gouvernement de Sonko et l'administration de Diomaye Faye comme étant des traîtres parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire les besoins, l'engagement qu'ils ont pris. Ça, prenez cet exemple et vous allez comprendre pourquoi c'est inquiétant. Pourquoi la question de la dette, pour nous, en tant que parti souverainiste qui se bat pour prendre le pouvoir et corriger un nombre de trajectoires, peut nous être fatal si nous ne sommes pas rigoureux sur ces questions-là. Parce que le cas du Sénégal n'est pas nouveau. Il faut remonter en 2015 pour voir ce qui s'est passé en Grèce. Même schéma. En 2015, Alexis Tsipras est élu, son parti de l'extrême gauche, l'équivalent de Mélenchon, quoi, actuellement en France, arrive au pouvoir en Grèce, en 2015. Et quand ils arrivent en Grèce, ils arrivent sur la base d'un programme de rupture. Il dit on ne rentre plus dans la Troïka parce que la Grèce était, après la crise des subprimes là, la Grèce était compressée. Il y avait même 4 pays qu'on appelait, ils appelaient PIG. PIG, c'est les ports. Les économistes appelaient les PIG, le Portugal, l'Irlande et puis la Grèce, qui avaient des sérieux problèmes économiques. Et donc ils étaient compressés de part et d'autre. Le peuple n'en pouvait pas. Et donc, le peuple a donné son mandat à Alexis Tsipras et son parti de gauche pour pouvoir sortir de cette situation. Ils ont gagné les élections à pratiquement un siège de la majorité absolue. Le temps qui ont suivi l'été qui a suivi, les mois qui ont suivi, ils ont fait un référendum au peuple pour demander est-ce qu'on sort de l'austérité qu'on nous impose, que nous impose la Troïka. La Troïka, c'était la Banque centrale, l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, la BCE, la Banque centrale de l'Europe, et puis le FMI, la Troïka. Il est pressé, c'est-à-dire le peuple grec n'en pouvait plus. Comme aujourd'hui, exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alors, le peuple vote. Et Tsipras fait appel à il convoque un référendum. Le peuple vote le référendum à 60% pour la volonté de Tsipras de quitter l'austérité. Démocratique, nette. Dès qu'il finit, les jours qui suivent, le monde entier annonce que la comptabilité grecque a été falsifiée depuis 1900, depuis son entrée à l'Union européenne. Donc on leur impose un certain nombre d'exigences. Tous les créanciers demandent qu'on les rembourse, qu'ils soient remboursés. La Banque centrale de la Commission européenne leur dit, écoutez, nous on ne peut plus financer, parce que votre système que vous avez pris là, l'autre option, on ne peut plus financer ça. Qu'est-ce que les Grecs ont fait? En 2019, Tsipras a perdu les élections, tout simplement parce qu'il est apparu aux yeux du peuple comme étant un traître. Il n'a pas été capable de leur apporter la solution. Et ceux qui avaient plongé la Grèce dans cette situation, c'est-à-dire la droite, qui avait corrompu sa comptabilité pour pouvoir rentrer dans l'Union européenne et que l'Union européenne savait, ils ont utilisé l'arme de la dette pour casser la volonté du peuple grec de sortir donc de la situation qu'on lui imposait, et finalement, l'espérance de la rupture a tourné court. 2 exemples qui nous interpellent. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée qui nous permet de dire que nous allons observer, nous allons avoir on aura les mêmes, quand je dis, on l'affirme parce que nous allons prendre le pouvoir, qu'on va observer les mêmes choses. Mais, quand on regarde la structure des 2 économies des 2 pays,
la pratique gouvernementale de l'administration Macky Sall et celle actuelle, on a toutes les raisons d'avoir peur. Politique économique basée sur les infrastructures. Plan du Sénégal émergence 2020. Plan de la Côte d'Ivoire émergence. Le Sénégal était aussi dans un plan d'émergence 2020. Côte d'Ivoire, plan d'émergence 2020. Emprunt pour faire les infrastructures. Blim blim. La Côte d'Ivoire fait la même chose. Structure économique. La même structuration économique, même si l'économie ivoirienne est encore plus dynamique en termes de volume, mais la structuration reste la même. Faiblesse de la production interne, faiblesse de la production industrielle, secteur informel puissant, incapacité à mobiliser les ressources propres internes, ainsi de suite. C'est la même situation. Et extraversion, voilà, de notre économie, une économie extravertie, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans la même structuration. C'est pourquoi nous nous inquiétons. Et quand nous nous inquiétons, nous interpellons des acteurs internes et externes qui ont manqué leur devoir au Sénégal, et nous interpellons ces mêmes acteurs ici parce que nous, et dans notre réflexion, on ne va pas accorder une immunité à des personnes qui sont conscientes qu'elles ont fait du faux et à leurs complices qui en étaient informés. Donc les dirigeants de RAIDP, c'est pour leur dire ceci. L'audit de la dette en Côte d'Ivoire, elle aura lieu. Et quand elle a lieu, s'il y a de la falsification, partout où vous serez, on va vous chercher, vous allez venir payer notre argent. Ça me paraît évident parce qu'il faut qu'on commence à attirer l'attention des uns et des autres sur cette façon de faire. On souhaite ne pas retrouver la même situation. Même si au plus profond du monde, parce qu'aujourd'hui, autant que tu veux, vous demandez à un quel est le volume de la dette, il va te dire un montant. 30 minutes, tu demandes à la même personne, il va te donner un autre montant. Tu prends une autre personne, on ne connaît pas exactement quel est le volume de la dette de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas sorcier, tu ne peux pas savoir ça. Ça, c'est l'administration qui va sortir. Il reste la Cour des comptes. C'est vrai que la Cour des comptes du Sénégal, aujourd'hui, elle apparaît comme elle va jouer le rôle de héros parce que c'est elle qui a révélé. Mais enfin, on est quand même curieux de savoir pourquoi c'est maintenant. Pendant 5 ans, ils ont jugé les comptes de Macky Sall, l'administration Macky Sall, et puis c'est subitement, quand il s'en va, qu'ils retrouvent la plénitude de leurs compétences, et il dit, ah oui, non, il y a eu du vol, comment on appelle, la corruption. Non, un magistrat reste un magistrat. Tu ne peux pas couvrir les manquements graves d'une administration dont tu es censé contrôler et matin pour dire non, moi je vais geler l'euro. Non. Ça aussi, on ne peut pas, l'immunité là, il ne peut pas sortir de l'immunité parce qu'on aura du mal à croire que pendant 5 ans, les magistrats de la Cour des comptes du Sénégal n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose. Mais quand je parle de la Cour des comptes du Sénégal, je regarde également la Cour des comptes de Côte d'Ivoire. S'il s'avère que ces genres de falsifications existent et que volontairement vous cachez ça, vous serez tenu responsable également. Aucune immunité ne peut être donnée à quelqu'un qui accorde la complicité à une falsification de la comptabilité publique. Donc en interpellant notre regard sur la Cour des comptes du Sénégal, c'est un regard, un appel à des pieds que nous faisons à l'endroit de la Cour des comptes. C'est la même chose que l'Assemblée nationale. C'est vrai, les députés, mais c'est la même chose. Vous avez, la loi vous dit que vous avez le droit, c'est vrai que c'est très restreint et il faut qu'on sorte de ça aussi. C'est très restreint et dans le programme, dans la vision du président Gbagbo, il faut effectivement qu'on donne plus de pouvoir à l'Assemblée nationale pour effectuer son contrôle, son rôle de contrôle budgétaire, son rôle budgétaire. Parce que l'Assemblée nationale intervient dans la loi de... C'est elle qui vote la loi de finances, donc le budget, et c'est elle qui vote la loi de règlement, qui vient dire, oui, vous avez exécuté le budget dans les conditions normales, ainsi de suite. Ah bien, si on se rend compte que ce n'est pas vrai, on va vous appeler aussi. Hein. Ah oui, mais parce que vous avez fait une loi de règlement, sauf à prouver que vous avez caché, qu'à vous aussi on a caché la vérité. Mais au-delà de...
Ça, ce sont en interne. Et les complicités externes. Quand j'ai écouté le chef de la délégation de la mission de FMI au Sénégal, je me suis dit, les gens, ils se moquent de nous, quoi. Il dit que lui, il est surpris. Eux sont surpris, vraiment, c'est pas possible, ainsi de suite. Je rappelle que le FMI est le gendarme des économies du monde depuis 1944. Et le FMI avait un programme signé avec l'administration précédente, sous certaines conditions qu'il venait évaluer régulièrement. Le FMI ne peut pas venir dire qu'eux là, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé au Sénégal. Ça, j'aurais du mal à comprendre. Alors il faut qu'on s'inquiète. Parce que ils scrutent nos économistes jour par jour. C'est comme un médecin urgentiste devant un malade qui est en réanimation. Docteur, il n'est pas sous ton couvert. Qui est en réanimation. Et puis, le malade meurt. On vient de dire non, le malade là, en cachette, il n'a plus automédication. Il n'a plus de médicaments qui n'étaient pas, qui n'avaient pas été prescrits par le médecin. Et puis, c'est lui qui l'a causé. Mais enfin, on va quand même demander des comptes à l'urgentiste. Ton malade qui était dans le coma, là, comment il s'est débrouillé pour prendre le médicament, lui seul pour manger et puis mourir? L'urgentiste, il y a un problème dessus. Donc on ne peut pas scruter nos économies tous les jours et puis nous dire on est surpris. Non, on n'est pas surpris. C'est des décisions politiques. Et quand vous allez voir, dès que le FMI a pris sa décision, les agents de notation, elles aussi se sont proclamées sentinelles des économies et qui donnent des notes. Oui, toi, tu as bien travaillé, B+, toi, tu n'es pas B-, ainsi de suite. Et au vu de ça, les marchés financiers, les marchés des capitaux fonctionnent, entretiennent des rapports en tenant compte de ces notations. Mais ils notent à partir de quoi alors? Parce que si un examinateur, il vient s'asseoir et puis il vient dire, bon, moi je suis l'élève, je viens à l'examinateur, je dis, bon, professeur, j'ai bien travaillé, j'ai 18. Et puis toi, tu vas dire, oui, il a bien travaillé, il a 18. Bon, ton rôle n'a pas de sens. Or, c'est exactement ce que ça apparaît. C'est-à-dire, eux, ils disent, nous, on note sur la base des déclarations que font les États. Mais si les gars ont falsifié, tu as noté quoi? Et je rappelle qu'en ce qui concerne le Sénégal, un an avant qu'ils ne partent, ils sont allés sur le marché des fonds, le marché des capitaux. Ils ont pris des eurobonds de 750 millions d'euros. Au même titre que la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est-à-dire que sur la base de leur notation, ils sont allés prendre des dettes sur le marché des capitaux. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas au courant. Tout ça là, pourquoi nous faisons ça? Parce que nous avons un programme de rupture. Parce qu'on ne peut pas continuer à ce que les RHDP nous proposent. Et ce programme de rupture va nous amener à prendre des décisions. Mais qu'est-ce que le message que le FMI et les agents de notation nous donnent? Si ce que vous voulez faire, ça ne nous arrange pas, on va regarder dans votre comptabilité, on va trouver les comptes faux et on va vous imposer des ruptures, on va vous imposer des restrictions qui vont limiter votre volonté de rupture. Donc la question de la dette devient absolument un instrument hautement politique. C'est un instrument de domination. C'est pourquoi on ne cessera jamais de dire qu'il faut que nous fassions attention à la dette. Et nous ne sommes pas les seuls, même les plus grands économistes, comme l'ancien directeur, le président de la Banque mondiale dit. Tant que la dette est soutenable, c'est-à-dire que la dette à long terme, c'est-à-dire qu'on faisait la dette à long terme avant, elle permettait donc de faire des investissements à long terme. Aujourd'hui, dans nos économies, y compris en Côte d'Ivoire, la dette à court terme est de l'ordre de 30%. C'est-à-dire les dettes prises pour gérer des urgences, je vais simplifier pour ne pas fatiguer les gens à des termes économiques, est de seulement 30%. C'est-à-dire non seulement la dette, elle est privatisée. Avant 2000, c'était la dette privée était de l'ordre de 13%. Maintenant, elle est autour de 51%. Maintenant, les dettes à court terme qu'on prend représentent 30% du stock de la dette des pays africains. Donc, à tout point de vue, nous sommes en train d'être étranglés.
Et donc, quand nous allons venir au pouvoir, ils vont nous faire sortir ça. Ah oui, on a regardé vos comptes, c'est pas clair. Bon, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous leur disons que c'est maintenant qu'ils n'ont qu'à aller contrôler la comptabilité du gouvernement en place pour nous dire quelle est la réalité des comptes de la place. Parce que le peuple ne va pas suffire pour les turpitudes des autres. Nous n'allons pas porter le poids des autres. Je disais, comment on appelle, un article du Monde, en faisant l'année, le bilan annuel, l'an 1 de l'administration Bachirou, il dit la rupture a été moins profonde que ce qui était attendu. Et c'était avec beaucoup de soulagement d'ailleurs que l'article est écrit. Il le disait avec beaucoup de soulagement. Mais comment voulez-vous que ceux qui sont élus se présentent devant leur peuple? Quel regard on porte sur eux? Chers amis, on a voulu faire ce point-là. Il est très détaillé dans le document qu'on va vous mettre. Il est vraiment bien fouillé. Mais on a voulu faire ce parallèle pour que vous compreniez pourquoi nous inquiétons sur la question de la dette. Et la question de la dette, il faut qu'elle soit clarifiée. Et elle sera clarifiée pour que chacun assume et prenne sa part de responsabilité. Ce qui se passe au Sénégal, c'est déjà passé en Grèce. Et ça peut bien se passer en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons les mêmes, nous sommes en face de la même structuration et de la même philosophie économique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point concerne la Convention pour les heureux élus. La Convention sanitaire, d'évacuation sanitaire pour les privilégiés de la nation. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, hein. C'est pour les privilégiés de la nation. Le titre, comme nous avons dit, c'est la dissonance entre le discours officiel et les réalités sur l'état sanitaire en Côte d'Ivoire. Parce que on ne peut pas venir tous les jours nous dire nous avons les meilleurs hôpitaux du monde et puis aller se soigner dans des hôpitaux qui sont moins équipés que les nôtres. Ben, si c'est les meilleurs du monde, vous allez ailleurs, pourquoi? Sauf s'ils ont des guérisseurs en France, là-bas. Peut-être les pathologies, c'est des guérisseurs qu'il faut voir. Vous ne pouvez pas trouver dans le bout. Non, soyons sérieux. Le parti s'est prononcé déjà sur cette question et nous n'allons pas cesser, malgré on entend des allégations des uns et des autres, d'ailleurs qu'on va leur répondre. Ce matin, on a entendu le président de l'Assemblée nationale qui essaie de se justifier sur l'injustifiable et on va leur répondre. La question est d'autant plus importante que nous allons convoquer un CSP spécialement sur cette question-là pour écouter nos députés. Puisque ensemble les aligner, ensemble les accuser. Et donc nous prenons tellement cette affaire au sérieux que le mardi prochain, nous allons avoir un CSP et nous allons écouter nos députés sur cette question. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Le parti veut savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Ce qui se passe réellement. Je vous dis que nous sommes très à cheval sur le sérieux de cette affaire. Parce qu'il s'agit d'un scandale. Il s'agit d'un scandale, pas plus, pas moins. Et quand les gens font de l'amalgame pour noyer le poisson, on va leur faire les détails pour qu'ils ne nous perdent pas le temps et ils n'essaient pas de nous éloigner de l'essentiel. Il nous a été révélé au cours d'une cérémonie somptuaire que les institutions de la République de Côte d'Ivoire ont signé un accord de transport avec une compagnie aérienne. Bon, on a fini certainement sa publicité que... On va dire le nom, mais moi je ne vais pas dire le nom pour en rajouter à la publicité. Et que celle-ci consiste à faire des abattements sur les billets d'avion. Tenez-vous bien, pour les membres des institutions et pour leurs familles. Et on va apprendre le même jour que ce n'est pas tout. Et ce n'est pas de la bouche de n'importe qui. La présidente du Sénat, très heureuse de nous annoncer qu'eux aussi, en plus de ça, ils ont négocié des abattements avec l'hôpital, des facilités avec l'hôpital américain de Paris pour bénéficier davantage
pour aller se soigner là-bas. Eux et leurs enfants. Elle a bien placé famille, collaborateurs, tout. Voyez-vous, pourquoi nous parlons de dissonance, qui veut dire incohérence? Il y a deux éléments qui nous interpellent. Premièrement, la question de droit que nous nous posons. Parce qu'on est dans quel pays? On doit se poser, et c'est la question que le PPAC se pose, quel est le cadre juridique de cette convention? Parce qu'en droit ivoirien, en tout cas si nous sommes encore dans une république, l'État interagit avec le privé dans ce qu'on appelle de façon générique les commandes publiques. C'est-à-dire, l'État, l'administration passe des commandes. Et les noms les mieux connus, c'est les marchés publics. C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la République, encore quelques exceptions près, puisque lui, il a un budget hors contrôle. Les institutions, l'administration, ne prend pas l'argent dans la poche pour se promener pour dire, bon, je vais acheter bic, donne-moi un bic, et puis il paye 100 francs. Et c'est là il tombe dans ton main. Et puis je veux acheter cafetière. Non. Il y a une procédure de passation de marché public dans chaque pays. La question qu'on se pose, cette convention relève de quelle nature juridique? Est-ce qu'il s'agit d'un marché public au sens défini que lui donne l'ordonnance qui régit l'ordonnance 2019-679 du 24 juillet 2019 portant sur les marchés publics, et qui définit le marché public comme étant un contrat écrit conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins, c'est-à-dire aux besoins de l'autorité contractante, donc le besoin de l'administration. En matière de travaux, de fournitures ou de services. Voici comment l'article 1er définit, de cette ordonnance définit les marchés publics. Et le même article définit ce qu'on appelle autorité contractante. La personne morale de droit public ou de droit privé ou l'entité mentionnée à l'article 2 du présent code, signataire d'un marché public. Et l'article 2 va plus loin. L'article 2 du Code des marchés publics précise que les marchés passés par les institutions, structures ou organes de l'État créés par la Constitution, la loi ou les règlements, pour toutes leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement sont soumis au présent Code. Il s'agit notamment de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social, environnemental et culturel et de toute autre institution similaire. C'est-à-dire que ces structures-là ne peuvent en aucun cas rentrer en rapport économique ou financier avec un privé en dehors du cadre régi par cette loi-là. Mais quand on lit la combinaison de ces points, on dit que c'est pour les besoins de l'institution. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec les gens RADP. Ils se rentrent dans tout. Que l'Assemblée, et la dernière fois, le SG avait bien développé, le PEC, il avait bien développé ça ici, que le gouvernement ou ses institutions, pour raison de bonne gestion, disent oui, nous avons des obligations internationales qui nous obligent à voyager, oui, on peut négocier avec une compagnie ou n'importe quoi pour diminuer les frais de transport, oui, ça peut rentrer dans le cadre d'une gestion normale, à condition qu'on nous détermine. Est-ce que c'est par appel d'offres qu'ils ont fait, public, ou bien c'est un gré à gré? Si c'est un gré à gré, qu'est-ce qui les a empêchés d'être urgent d'attendre que Air, et c'est la question que Air Côte d'Ivoire, qui va rentrer pour prendre ses vols bientôt, ne puisse pas bénéficier de ce gré à gré? Voici des questions de fond qui relèvent de la gouvernance du RHDP. Le reste là, ce n'est pas ça qu'on nous intéresse. La question de fond, quelle est la nature du contrat administratif de ce marché public qui veut que
des gens qui ne soient pas membres de l'institution, donc les enfants, puissent bénéficier. Quelle est la forme? Est-ce qu'ils ont lancé un appel d'offres pour dire le gouvernement ivoirien, dans le cadre de ses mouvements à l'extérieur, cherche une compagnie qui lui fait des propositions. Et puis, il y a eu appel d'offres, les gens sont rentrés dedans, ouverts. Comment ils ont fait ça? Cette convention-là, elle a été passée comment? C'est ça la question du droit. C'est ça la question fondamentale. En plus du caractère hautement immoral et indécent. Deuxièmement, qu'est-ce qui justifie, qui donne droit, qu'est-ce qui donne... Et je vais vous rappeler quelque chose, chers amis. Voyez-vous, quand nous disons ces choses, le problème des RADP, eux croient que la Côte d'Ivoire est née le 11 avril 2011. Pour eux, quand ils parlent, ils pensent que la Côte d'Ivoire... Non. Nous avons une expérience. Et je suis heureux que quelqu'un de la dette, l'un des spécialistes de la dette de la Côte d'Ivoire soit là, parce qu'il a beaucoup travaillé. Donc il faut qu'on te voit, parce que Boiseau, c'est l'un des spécialistes de la dette publique ici. On est allé en 2008 dans le cadre de la préparation du point d'achèvement PPTE pour aller discuter, réchauffer nos dettes. Et une délégation est allée au Club de Paris. Le Club de Paris, ce sont les dettes bilatérales, c'est-à-dire les dettes entre États. Là-bas, la Côte d'Ivoire est partie avec un stock de sa dette pour dire, bon, voici ce que vous nous devez, État de France, vous nous devez, bon, vous et puis vos représentants, bon, on n'a qu'à voir comment on va gérer ça, pour préparer le programme PPTE. C'est dans la salle que l'assistance hospitalière de Paris, qui est un organisme qui gère les CHU, s'est sorti une note pour dire, voilà, vous nous devez pratiquement 2,4 milliards pour évacuation sanitaire. C'est-à-dire la délégation du ministre de l'économie et des finances, là-bas, lui va se rendre compte qu'on va l'informer qu'il y a crédit sur l'évacuation sanitaire depuis les années avant 2000, qui fait à peu près 2,4 milliards de francs CFA. Ajoutez ça sur ce que vous nous devez. Mais nous, on n'est pas au courant. Il est ici. Après des discussions, on a été obligé d'intégrer cette dette-là dans le solde, le stock des dettes que nous devons défendre, nous devons traiter. Sans même savoir, est-ce que ça concernait les enfants, ça concernait les personnes, on ne le savait pas. Ça s'est fait. Donc, ce n'est pas la théorie. Mais pourquoi la délégation ivoirienne n'était pas au courant? Parce que ça s'est fait en dehors du cadre légal des dépenses publiques. Et c'est dans ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Parce que quand on va faire le point, un budget, c'est des chapitres qui existent. S'il n'y a pas de chapitre, on ne peut pas te faire exécuter un budget. Il y a un directeur de financier, un ancien DAF qui est ici, c'est de quoi on parle. Donc, s'il n'y a pas de chapitre budgétaire, on ne peut pas exécuter un budget. Mais dans les chapitres budgétaires, là, est-ce qu'on a mis dedans, parce qu'ils vont mettre dessus voyage à l'étranger. Ça concerne quoi? Les membres des institutions ou leurs enfants. C'est la même chose pour l'hôpital de Paris, l'hôpital de Neuilly. Mais ça, je ne sais pas comment Madame la Présidente, à ce niveau, a pu faire sortir ça. On peut aller, en plus de ça, on a un autre avantage, on va aller se soigner à l'hôpital américain avec des facilités. Aïe! J'étais avec mon fils, qui est bon comédien, il me dit, mais papa, nous, on est concernés aussi, non? Il dit, il faut aller, tu vas voir si on est concernés. Non. S'il vous plaît. Mais pourquoi nous disons qu'il y a cette dissonance? Et c'est le dernier point. C'est que dans la réalité, le RHDP va nous laisser un héritage sanitaire grave. Et c'est ce qu'il fuit. Parce que tu ne peux pas, quelques jours avant, aller inaugurer un hôpital à Bouaké en disant qu'on y trouve tout ce qu'il faut ailleurs
Et puis le soir, venir dire non, nous là, on s'en va se soigner en France. Il y a un problème. Et s'il vous plaît, ce n'est pas les experts qui manquent dans ce pays-là. Même s'il y a une pathologie pour laquelle il n'y a pas d'experts, on peut aller les former. Mais pourquoi ils le font? Et on va vous expliquer. Parce que leur système de santé est mauvais. Et ce sont les propres chiffres que nous allons prendre pour illustrer. Merci aux médecins, merci à vous qui avez fait les recherches pour nous permettre d'avancer là-dessus. Et on va vous donner les chiffres et le classement que nous représentons. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Nous sommes 41, on occupe la 41e place sur 54 pays. Non, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit. Allez-y, l'OMS, quand l'OMS, vous allez voir. 2024, pour le dernier qu'on a sorti, qu'on consulte, hein, en 2023, c'était encore plus grave. Hein. Bon, ils se sont débrouillés, ils disent qu'ils ont avancé quelque part. On est la Côte d'Ivoire, qui a l'économie la plus performante du monde, comme ils le disent. La première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, à la deuxième après le Nigeria. L'espérance de vie, 41e place. Même le Libéria est devant nous. Le Togo est devant nous. La Mauritanie est devant nous. Non, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Le Ghana, le Sénégal, le Rwanda, la Mauritanie, l'espérance de vie de la Côte d'Ivoire, d'après les petits calculs, ils disent que c'est 61,94 ans. C'est ce qu'ils disent. Quand on sait que chez moi là-bas, il y a au moins 60% des décès qui ne sont pas déclarés. Bon, donc, c'est ce qu'on déclare, c'est ce qu'on fait pour faire la moyenne. Le Ghana, c'est 65,5 ans. Le Sénégal, 68,68 ans. Le Rwanda, 69 ans. La Mauritanie, 68 ans. Le Gabon, 68 ans. Le Cameroun, 66 ans. Voilà ce qu'ils fuient. Leur espérance de vie. Ils ont créé quelque chose qu'ils appellent CEMU. Couverture maladie universelle. Voyez-vous, le problème de nos pays, c'est que on fait la politique avec la haine. Et la politique avec la haine, ça ne passe pas. Nous, là, on a réfléchi sur l'AMU. Ça nous a pris des expériences du travail. À cause de leur guerre qu'ils nous ont faite, on n'a pas été capable de la mettre en œuvre. Mais les données sont là, techniques sont là. Ils ont créé quelque chose qu'ils appellent CEMU. Et qui, seulement 20%, c'est-à-dire il y a 60% de la population qui est théoriquement couverte, mais dans la réalité, il n'y a que 20%. Ça marche seulement pour 20% réellement. 20%. Le truc là, c'est mieux. Selon les données de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a l'une des rubriques de dépenses de la santé publique la plus faible. 5,3% du PIB, là où Abuja, ce qu'on appelle l'accord d'Abuja voulait que... Non, c'est pas Abuja, c'est plutôt... Abuja voulait que on consacre 15% des dépenses, 15% du PIB aux dépenses de la santé. Nous, on a 5,3%. Et ce n'est même pas bien réparti. Un enfant né à Abidjan, il a 4 fois plus de chances de survivre qu'un enfant né à Odiéné. D'ailleurs, à Odiéné, vous avez vu, vous connaissez les couveuses, non? Vraiment, ça là, vous l'avez, Ousmane, ça vous l'avez mis contre nous. Hein. Aïe! Vous connaissez les couveuses pour prématurer à Odiéné? Vous ne savez pas? Un enfant prématuré, quand il est né avec des insuffisances immunitaires, c'est-à-dire il ne peut pas respirer, il a des insuffisances immunitaires, donc on le met dans une couveuse pour lui donner. Ils ont tellement investi dans les couveuses à Odiéné que les prématurés, c'est dans les boues de vaches
qu'il se couche. Vous savez, l'enfant, quand il naît, la maman prend l'enfant et s'en va à l'abattoir pour aller coucher l'enfant et le couvrir avec les bouses de vache. On est à l'antenne, il y a le nom, c'est le nom propre. Vous n'avez pas d'autre nom. Bouse de vache, vous connaissez ce que ça veut dire, non? Ah non, j'ai... Voilà. Les déchets des vaches, voilà. Il y a une vidéo et c'est quelqu'un qui a filmé, qui a présenté ça. Et ça circule. Et le gouvernement n'a pas encore réagi pour dire si c'est faux ou pas. On voit les enfants couchés, les enfants nés, on voit à peine leur visage qui sont couverts par la boue de vache. Même les peuples qui ont pour spécialité l'élevage ne préparent pas leurs enfants à l'élevage de cette façon-là. Voici ce qui se passe dans notre pays. Un Ivoirien paye 60% de ses soins de sa poche, contre 35% en moyenne en Afrique de l'Ouest. Et il y a les inégalités. Comme le disaient les gens, pour le RHDP, Abidjan s'arrête, la Côte d'Ivoire s'arrête à Abidjan. Tout près ici, ça ne va pas loin. Selon les statistiques, 70% des équipements lourds, et qu'on peut appeler les scanners, l'IRM, et 85% des spécialistes sont concentrés à Abidjan. Donc nous, là, nous pour lesquels on a pris les armes, pour défendre notre cause, on n'est pas dedans. Ok. Donc nous, on n'est pas dedans. 70% des équipements lourds et 85% des spécialistes. Et on vous dit, quelqu'un qui fait un accident, un traumatisme crânien grave à Bouna, il faut qu'il descende jusqu'à... pour arriver chez les Atiers. S'il a la chance, pour avoir un scanner sur place. Mais ils ont la chance. Ils ont un scanner parce qu'il y a un Premier ministre là-bas. C'est un scanner Premier ministériel. Donc, on quitte depuis Bouna, on traverse Bondoukou, on traverse l'Indénié, tout l'Indénié, et on vient certainement à Zopé qu'on peut avoir un scanner. À l'intérieur, il y a un médecin pour 25 000 habitants, contre un médecin pour à peine 5 000 habitants à Abidjan. 40% des salles de santé ruraux sont sans salle d'accouchement. 40%. C'est-à-dire les femmes, là, nos mamans, les matrons continuent d'exercer leur métier. 0 IRM public hors d'Abidjan. Alors qu'au Ghana, on en compte 25 et au Sénégal 12. 0 IRM. En dehors d'Abidjan. La mortalité et la morbidité. Ça aussi, le bilan est accablant parce qu'il joue sur l'espérance de vie. C'est-à-dire si moi je me débrouille, je me terre jusqu'à 80 ans, et puis on prend et puis à quelqu'un qui meurt à 1 an, quand on fait la moyenne, évidemment, bon voilà. Donc la mortalité infantile, la morbidité, ce sont des données très importantes, qui sont des facteurs importants dans le développement, dans l'appréciation d'un état de santé. La mortalité générale est élevée. Elle est de l'ordre de 9,9 pour 1000 habitants, soit 2 fois plus qu'au Rwanda, selon la Banque mondiale. Et notre pays est en tête de la liste des pays de l'UEMOA en ce qui concerne la mortalité générale. En d'autres termes, on meurt plus dans notre pays qu'au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, ainsi de suite. La mortalité infantile
elle est de 59,2 décès sur 1000 personnes. Presque 2 fois plus qu'au Ghana. La mortalité maternelle, c'est-à-dire à l'accouchement, 385 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le paludisme, 3200 enfants meurent par an, des enfants, on ne parle pas de nous autres, par an, soit la cause de 80%, fait 80% de la cause des décès des enfants. Alors que, au Ghana, avec 4 millions de cas, il y a seulement que 1500 décès. Nous, on fait le double. On a 30% des vaccinations, des vaccins qui sont perdus à cause du problème de réfrigération. Il y a un problème de vaccin là. Cherchez moyen pour congeler, conserver le vaccin là. 30% sont perdus. En ce qui concerne les dépenses du budget annuel, seulement 7,29% du budget annuel sont alloués à la santé, contre 13% ne fait que pour le Burkina Faso et 8% pour les pays à région au même niveau que nous. Même les ARV, c'est-à-dire les rétroviraux, tout ça, on ne vivait que grâce aux Américains. Bon, maintenant Trump est venu. Et on ne s'arrête pas là. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un, une spécialiste qui me disait, une dame, médecin, qui travaille à l'USAID avant, qui dit, même l'oxygène dans nos hôpitaux, c'est-à-dire l'oxygène respiratoire qu'on donne, était fourni par l'USAID. Aujourd'hui, ils n'en fournissent plus. Donc, pratiquement, les centres sont en panne d'oxygène. Et selon les enquêtes, il y a 35% de nos compatriotes qui renoncent aux soins de pauvreté, qui renoncent aux soins pour cause de pauvreté. Là, ils ne vont pas à l'hôpital à cause de la pauvreté. Et les femmes, quand elles vont la première fois, on leur dit qu'elles sont enceintes, elles disent faire, comment on appelle, l'échographie. Bon, il n'y a pas d'échographie à côté. Donc, chez moi, par exemple, il n'y a pas d'échographie à l'échographie. Il faut marcher pour aller à Niakara, vous pouvez trouver une voiture pour aller à Niakara, une échographie pour tout un département. Et puis quand on lui donne le papier, il faut payer. Elle dit non, c'est bon. Elle revient, et puis elle-même, elle écoute chaque matin le battement de son cœur, de son enfant, et puis elle décide ce qui a conduit à tenir. La qualité des services. Le traitement contre le diabète coûte 2 mois de revenus pour un agriculteur. Et là, ici, les malades de diabète, là, ça fait 2 mois de revenus pour un agriculteur. Si on achète bien son anacarde, parce qu'ils ont dit que l'anacarde, c'est 450 francs le kilo. Je vous dis qu'aujourd'hui, on vend l'anacarde dans certains coins, quand tu as la chance d'avoir 150 francs, tu as la chance. Sinon, c'est 200. La qualité des services de santé. En Côte d'Ivoire, 15% des patients attrapent une infection à l'hôpital. C'est-à-dire que tu t'en vas te soigner, mais tu attrapes une nouvelle maladie là-bas. 15%. 15%. Au Sénégal, c'est à peine 8%. Parce que là-bas, eux font des audits sanitaires réguliers. Donc chez nous, tu t'envoies pas lui. Si tu ne fais pas attention, tu reviens avec autre chose. Nous dépendons totalement du système pour les vaccinations, du système Gavi, c'est-à-dire le système américain. Des importations. On n'a pratiquement aucune usine publique de fabrication de médicaments en Côte d'Ivoire. Il y avait un pauvre qui en avait ouvert, Rouget, à Yopougon, un Américain qui est venu ouvrir. Et parce que le président Gbagbo était allé inaugurer l'usine, dès qu'ils sont arrivés, ils sont allés casser l'usine pour dire que c'était l'usine de Gbagbo. Donc, Rouget est fermé, il n'y a plus d'usine, voilà un point très.
Le Sénégal fabrique ces tests PCR, les tests PCR là, c'est-à-dire l'examen du Covid là, nous on attend toujours, on les importe. Le Maroc produit 70% de ses médicaments génériques et même en exporte vers l'Europe. Nous, 85% de nos médicaments sont importés. Et 78% des pharmacies publiques sont en rupture de stock. Un pays comme le Rwanda a 200 centres de télémédecine, c'est-à-dire où tu peux rester chez toi et puis demander, je ne suis pas expert, je consulte par télémédecine un expert qui me dit, ah, voici les données, telle chose, et puis l'expert, nous, on n'en a pas. On n'en a que 12, et ils sont à 200 au Rwanda. Je ne parle même pas du personnel qui est en pénurie. Pénurie de personnel, c'est-à-dire, bon voilà, le tableau est là, hein, on va vous le donner. Le tableau est là, il est pathétique. Alors vous comprenez alors pourquoi eux ils sont obligés d'aller se soigner là-bas. Entre les discours officiels et la réalité en Côte d'Ivoire, la différence est abyssale. On ne peut pas continuer de narguer le peuple avec ça. Il faut que nous en sortions.